Dans cette nouvelle vidéo de ma formation gratuite dédiée à la création d'un jeu en 2D sur Unreal Engine, nous allons créer ce projectile-là qui va être utilisé par le scientifique fou un peu plus tard dans cette formation. Donc ce projectile-là, comment est-ce qu'il va fonctionner? C'est simple, lorsqu'on va lancer l'exécution, il va partir sur la droite, et comme vous pouvez le voir, il a ici un système de particules qui va représenter une sorte de 3D derrière lui, comme une étoile filante, et dès qu'il va toucher un objet dans le monde, il va exploser et jouer un son en même temps, comme on peut le voir ici. Yorana les Happy Tiki, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent et du coup nous allons créer pour commencer le blueprint de notre projectile. Donc là je suis dans le dossier Content, The Mad Scientist et le dossier Core. Je vais faire un clic droit ici pour créer un nouveau blueprint, donc Blueprint Class. Je vais choisir Actor et je vais appeler ça BP underscore projectile pour Blueprint Projectile. J'ouvre ça. Ensuite, ici, je vais venir dans Add Component pour ajouter un nouveau component à notre actor. Je vais choisir un sphere, donc sphère, collision, donc une collision en forme de sphère. Je vais mettre ça en root, donc à la racine ici. Je vais glisser le sphère sur le default scene root. Et ensuite, je vais faire un autre Add Component. Je vais taper sphère encore, sphere, et je vais choisir cette fois-ci Basic Shapes Sphere. Donc ça va m'ajouter cette fois-ci un mesh en forme de sphère. Donc ce mesh là il est un petit peu trop grand, donc je vais réduire sa taille, je vais cliquer sur le cadenas ici pour locker la transformation, et je vais mettre ça à 0,35. Voilà, donc ça va me réduire la taille du projectile. Ensuite, ici nous avons donc une collision en forme de sphère, et on n'a pas besoin de prendre en compte les collisions du coup au niveau de la sphère. Donc là je vais sélectionner la sphère, donc je vais mettre ici Sphere Collision, donc à faire, j'ai appuyé sur F2 pour renommer tout ça, je prends la sphère normale, je descends, et ici, dans la partie collision, vous avez Block All Dynamic, on va mettre No Collision, on va mettre cette partie-là, Can Character Step Upon, par réflexe, je mets à No, et ici Generate Overlap Events, je vais décocher. Comme ça, au moins, aucune collision ne sera prise en compte au niveau du mesh. Donc ça, maintenant que c'est fait, on va sélectionner le Sphere Collision, parce que lui, cette fois-ci, il est beaucoup trop grand pour la sphère, et on va le redimensionner. Donc on peut soit utiliser le scale qu'il y a ici, mais la manière la plus propre, finalement, c'est d'utiliser le Sphere Radius, parce que ça représente, en fait, finalement, le rayon de la sphère. Donc là, je vais mettre ça, j'ai fait mes tests un peu avant l'épisode, je vais mettre ça à 20, et voilà, donc on a bien une collision qui englobe un mesh. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons ajouter les propriétés d'un projectile à cet actor. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire ça? On l'a déjà utilisé, on a déjà créé des projectiles dans la série précédente, Unreal Banana saison 1, que je vous invite à regarder si vous débutez sur Unreal Engine. Et du coup, on va venir ici dans Add Component, on va taper Projectile, et je vais prendre un Projectile Movement. Donc ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, le projectile movement va permettre de simuler le mouvement d'un projectile comme son nom l'indique. Excusez-moi. Et du coup, ici, on a tout un tas de paramètres qui vont permettre de définir le comportement de notre projectile. Et nous, on a juste deux paramètres à modifier, à savoir ici le initial speed et le max speed. Donc, initial speed, c'est la vitesse de base lorsque le projectile est, comment dire ça, est lancé dans le monde, et max speed, c'est la vitesse qu'il va atteindre au maximum. Donc peut-être qu'il a une accélération qui va faire qu'il va lentement, puis il atteint sa vitesse maximale au bout d'un moment. Nous, on veut que sa vitesse soit toujours la même du début à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est que initial speed, on va mettre ça à une valeur, pareil, j'ai testé avant l'épisode, je vais mettre ça à 600, et max speed, je vais mettre ça aussi à 600. Ensuite, un autre paramètre important à changer, c'est Projectile Gravity Scale. Alors ça, c'est quoi en fait? C'est le facteur de gravité qui va être appliqué au projectile. Si vous laissez ça à 1, une gravité normale va être, comment dire, ça va être appliqué. C'est-à-dire que lorsqu'on va tirer le projectile, il va aller dans un sens, ensuite il va tomber parce qu'il est affecté par la gravité. Nous, on veut que le projectile, comme dans un jeu un petit peu rétro, il continue tout le temps sur sa lancée sans jamais être influencé par la gravité. Et donc ça, je vais mettre à 0. Comme ça, aucune gravité ne va affecter le projectile. Ensuite, je vais venir dans le class default. Voilà, je compile ça, je sauvegarde, class default. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je veux que le projectile ait une certaine durée de vie. Donc là, je vais placer, par exemple, le projectile dans le monde. Je vais le mettre ici. Et si je lance ici, on peut choisir une simulation pour voir un peu, pour lancer le jeu sans prendre possession de l'objet du personnage principal. Simulate. On peut voir que le projectile, il part sur la droite. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que, au lieu de le faire partir indéfiniment, donc là, si je mets comme ça, vous allez voir que le projectile va partir indéfiniment sans jamais s'arrêter. Nous, on veut que, au bout d'un moment, il se détruise automatiquement. Et donc, on va lui ajouter un lifespan, à savoir une durée de vie. Donc,
Quelle durée de vie nous allons lui ajouter? Nous allons lui ajouter une durée de vie d'1 seconde et demie, peut-être ça peut le faire. Et donc, comment est-ce qu'on trouve la durée de vie? On va dans Class Defaults, et ici, on va taper Life, et vous allez voir Initial Life Span, pardon. On va mettre ça à 1,5. Donc là, je compile, je sauvegarde, et si je lance la simulation ici, vous allez voir qu'on va prendre 1 seconde 5, et là, il détruit. D'accord? Donc attention, top, et au bout d'1 seconde 5, boum, il est détruit. Donc là, maintenant que nous avons fini de coder la logique du projectile, nous avons besoin de lui ajouter finalement, de pimper un petit peu tout ça et de lui donner une petite couleur qui va correspondre à la palette de couleurs de notre jeu. Et donc du coup, comme je viens de le dire, dans notre jeu, on a une palette. Si je vais dans le dossier Art, nous allons prendre le T_GB palette, c'est la fameuse palette de la Game Boy. Donc ici, nous avons 5 couleurs. Et en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que, étant donné que je suis amené à utiliser plusieurs fois les éléments de cette palette de couleurs, je ne veux pas m'amuser à prendre la pipette et à récupérer la couleur de chacun. Et ce qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle un Material Parameter Collection. Donc vous allez voir comment on va faire ça. Ici, en fait, je vais faire exprès de laisser ouvert cet asset-là. Je vais venir dans le main, je vais venir dans Material Library, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais dans Materials and Textures et je vais prendre Material Parameter Collection. Je vais appeler ça MPC underscore palette. Donc à faire, tac. Voilà, je vais ouvrir ce truc-là. Et en fait, le Material Parameter Collection, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est comme une sorte de base de données qui peut être récupérée n'importe où dans les matériaux. Vous allez voir qu'en gros, ici, je vais créer quelques paramètres. Donc, dans notre cas, ça va être des vecteurs paramètres. Et ces paramètres-là vont être accessibles n'importe où dans les matériaux. Vous allez très vite comprendre. Vous avez juste à suivre ce que je vais faire et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a besoin de combien de couleurs? 5 couleurs qui sont disponibles là. Et on va prendre des vecteurs parameters, parce que les vecteurs parameters, c'est 3 éléments, donc rouge, vert et bleu, et ça nous permet de créer une couleur. Donc là, je vais cliquer 5 fois sur le petit plus pour ajouter 5 couleurs à notre Material Parameter Collection, donc MPC. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on peut donc assigner une valeur par défaut à chacun de ces paramètres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais cliquer sur cette couleur-là. Ensuite, je vais prendre la pipette, et je vais venir chercher la couleur vert foncé. Je clique sur OK. Je vais prendre la deuxième couleur. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur un petit peu plus claire, celle-là. Ensuite, je vais venir là. Pareil, je continue jusqu'à avoir récupéré toutes les couleurs. Donc celui-là, et enfin celui-là, et la dernière couleur, la couleur grise. Donc, chacun de ces paramètres ont besoin d'un nom, d'accord? Donc là, maintenant que j'ai récupéré toutes les couleurs, je peux fermer ma texture, et ici, on va devoir donner un nom à chacun de ces paramètres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça, cette couleur-là, donc la deuxième, je vais l'appeler Dark Green. Ensuite, celle-ci, je vais appeler ça Darker Green, pour un vert un peu plus foncé. Ensuite, ici, je vais appeler ça Light Green, donc un vert clair. Ici, Lighter Green, un vert un peu plus clair. Et enfin, vector 4, je vais appeler ça Gray, pour du gris. Donc là, maintenant que j'ai sauvegardé ça, vous allez voir la magie des Material Parameter Collection. On n'aura plus besoin d'utiliser la texture de la palette. On a accès ici à toutes les couleurs dont on a besoin pour les utiliser dans nos matériaux. Et donc là, je vais fermer ce truc-là. Je vais venir dans le Content, dans le dossier Material Library, et ici, je vais faire un nouveau Material. Je vais faire Material, et je vais appeler ça M underscore Lighter Green. Bon, bien sûr, on aurait pu utiliser directement les couleurs dans un autre matériau, mais là, c'est clairement pour vous montrer concrètement comment est-ce que de nouvelles choses, tout simplement, comment apprendre d'autres choses comme les Material Parameter Collection. Donc ici, dans le Material Domain, je vais mettre là, alors, surface, Shading Model, je vais mettre ça à Unlit. Unlit, ça veut dire qu'il n'est pas affecté par la lumière. Étant donné qu'on est dans un jeu rétro 2D, on n'a pas les effets de lumière. Et là, la magie de la chose, c'est que je vais faire un clic droit, je vais taper Collection, donc collection, et je vais prendre Collection Parameter. Donc ce truc-là, vous allez venir ici dans Collection, il va vous demander quel type de Material Parameter Collection vous voulez utiliser. Donc je vais cliquer là, et je vais prendre le MPC underscore palette. Et donc ici, on peut choisir une des couleurs. Donc là, on va prendre la couleur Lighter Green, donc celle-ci, et automatiquement, ça va être mis à jour. Et si je branche ça dans Emissive Color, vous allez voir que la sphère ici change de couleur. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Donc ici, dans notre cas, on va pas vraiment utiliser le MPC palette, mais ça vous permet de savoir un peu comment utiliser ces choses-là. Donc là, je peux fermer ce truc-là. Je vais venir dans le BP projectile.
je vais sélectionner la sphère, et là, on peut assigner dans la partie Material, hop, je vais monter ça là, on peut choisir le M_lighter green. Donc là, maintenant, notre projectile a la bonne couleur, et si je lance la simulation ici, on peut voir que le projectile a bien la couleur verte. Alors donc là, maintenant que nous avons assigné la couleur à notre projectile, on va pimper encore tout ça en ajoutant cette fois-ci un système de particules qui va faire office de traînée lorsque le projectile va être lancé dans le monde. Donc là, une petite traînée avec plein de petites particules comme une étoile filante ou des choses comme ça. Et donc pour ce faire, je vais venir dans le Content, Math Scientist, Core. Ici, je vais faire un clic droit. Je vais venir dans FX et je vais choisir Niagara System pour créer un système de particules Niagara. Donc ici, on me demande de sélectionner quel template est-ce que je veux ajouter à ça pour commencer à travailler. Donc je vais faire New System from Selected Emitter, je vais cliquer sur Next. Et ici, je vais chercher la fontaine, donc Fountain, celui-là. Je vais double-cliquer et ça va ajouter ce template à mon système. Donc je clique sur Finish. Je vais appeler ça NS_projectile. Voilà. Oups. J'ouvre mon système de particules, et donc là, on a ce truc-là. Bon, il me semble que je l'ai fait dans l'épisode précédent, mais c'est pas grave, je vais venir dans Edit. Ensuite, il y avait, non, Window, Preview Scene Settings. Ici, je vais juste retirer l'environnement parce que ça me perturbe à chaque fois que je dois travailler. Donc, je vais décocher Show Environment, et je vais assembler un petit peu la scène pour avoir une meilleure visibilité sur le système de particules. Donc là, nous avons une fontaine. Nous allons appliquer quelques modifications à l'émetteur qui est ici présent. Donc, je vais peut-être faire une série pour réintroduire Niagara parce que ça fait un moment que j'ai plus travaillé sur ça. Au moins, vous allez peut-être mieux comprendre ce qui se passe ici. Mais là, du coup, je vais venir supprimer quelques éléments de cet émetteur, notamment le Gravity Force. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les particules sont affectées par la gravité. Je vais cliquer sur supprimer sur mon clavier pour supprimer la force de gravité. Et là, on peut voir que les particules partent indéfiniment vers le haut. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il me faut supprimer? Le Add Velocity in Cone. Donc ce truc-là va ajouter une vélocité en cône qui part vers le haut. C'est ce qui donne cet effet un peu de fontaine qui part dans tous les sens. Donc je vais supprimer ce truc-là. Ensuite, le Scale Color, c'est en fait un truc qui va permettre de changer la couleur au fur et à mesure et de faire disparaître petit à petit tout ça. Donc je pense que je vais supprimer le Scale Color. Voilà. Et enfin, ici, on pourra commencer à travailler sur tout ça. Donc, pour voir un peu la différence entre toutes les particules, là, elles sont toutes concentrées au même endroit, je vais ajouter une nouvelle vélocité. Donc, dans Particle Spawn, donc lorsque les particules apparaissent, donc le Begin Play, en gros, des particules, je vais ajouter un nouveau module. Je vais taper, je vais choisir directement Add Velocity ici. Ensuite, là, on me demande quelle vélocité est-ce que je veux ajouter. Donc, c'est en local, c'est-à-dire que ça respecte le repère que vous voyez là. Si je mets par exemple 500, toutes les particules partent vers le haut. D'accord? Histoire d'ajouter un petit peu de... Là, toutes les particules vont à la même vitesse. Nous, on veut qu'il y ait des particules qui vont plus vite que d'autres. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre ça à 0. Et là, on peut modifier cette valeur-là. Je vais cliquer ici et je vais chercher Make Vector. Voilà. Make Vector, ça va me casser les trois composantes. Donc là, on a X, Y et Z. Quel est l'avantage de ce truc-là? C'est qu'on peut travailler sur une seule des composantes à la fois. Donc là, le Z, je vais vouloir modifier ça de manière aléatoire. Je vais vouloir mettre un coup 20, un coup 100 ou des choses comme ça. Et je vais venir cliquer ici. Je vais taper Random Range Float. Et là, il va me demander d'appliquer une valeur random au Z comprise entre le minimum et le maximum. Donc ça, je vais mettre à 20 pour le minimum. Et le maximum, je vais mettre ça à 100. Voilà. Donc là, on a des particules, chacune qui va à sa propre vitesse. Ensuite, on va venir ici modifier les paramètres du Sphere Location. Donc le Sphere Location ici, c'est en fait la position de départ des particules lorsqu'elles apparaissent. Donc ici, n'oubliez pas que le Particle Spawn, c'est le Begin Play de chacune des particules. Donc lorsqu'elles apparaissent, elles vont toutes être incluses dans une sphère de rayon donné. Donc ici, le radius, il est à 8, donc le rayon. Nous, on va mettre ça à 30. Pourquoi 30? Parce que tout simplement, ici, le BP Projectile, on a donné une taille, si je ne me trompe pas, de 20, le radius de 20. Donc, si on met ici un radius de 30, en gros, ça va englober un petit peu le blueprint, tout simplement. Donc là, maintenant que j'ai ça, on va aller dans le Initialize Particle. On va changer un peu quelques paramètres ici. Donc, dans le Lifetime, ici, on va mettre, au lieu de mettre 1,4, on va mettre 0,25. Le Lifetime Max, je vais mettre ça à 0,5. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, la durée de vie des particules est comprise entre 0,25 secondes et 0,5 secondes.
Ensuite, la taille. Donc, sprite attributes, vous avez ici, je vais peut-être me mettre sur la gauche, voilà. Ici, vous avez le sprite attributes, on a uniform sprite size qui est compris entre 6 et 12. Nous, on veut une taille comprise entre 10 et 20. Donc pareil, c'est une valeur aléatoire qui est mise à chaque particule qui apparaît. Donc les particules vont avoir une taille qui est comprise entre 10 et 20. Et ensuite, le mass, alors le mass, il est où? Mass mode, ici, on a le random, donc c'est une masse aléatoire pour chaque particule, parce que Niagara peut travailler avec les masses. Et donc là, je vais mettre ça à unset, pour mettre une masse de 1 à toutes les particules. Comme ça, toutes les particules sont pareilles, tout simplement parce que la masse, nous n'allons pas travailler avec ça. Donc là, maintenant que nous avons tout ça, on va venir dans le drag ici, dans le particle update, c'est un peu genre l'éventique de chacune des particules, et en fait, on va mettre le drag à 1. Pourquoi à 1? Ça va faire freiner les particules dans leur montée. En fait, elles vont avoir une impulsion sèche dès le début et elles vont très très vite ralentir pour faire du surplace finalement. Si je me trompe pas, ce sont les forces de frottement. Ensuite, le sprite rotation rate, ici, je vais dans le particle update, je vais ajouter un sprite rotation rate. Rotation rate, voilà. Sprite rotation rate. Ce truc-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre, en gros, de faire tourner les sprites tout au long de leur vie. Donc là, je vais juste monter le truc, le module, bon, c'est un petit réflexe, on va dire. Et là, en fait, le rotation rate permet de dire la vitesse de rotation des sprites. Là, ça se voit pas trop. Du coup, on va profiter pour ajouter directement dans le sprite renderer un matériau que nous avons créé dans un des épisodes précédents, donc celui-là, le random palette color. D'accord? On l'avait utilisé, si je ne me trompe pas, pour faire le système de particules des explosions. Donc, je vais sélectionner le random palette color. Je vais venir ici dans LS Projectile. Je sélectionne le sprite renderer. Et là, je vais cliquer sur la petite flèche pour assigner le random palette color. Donc là, on a ces sprites-là. Le sprite rotation rate, donc pour revenir à lui, ici, il va permettre de définir une rotation constante des sprites. Donc nous, on va jouer sur l'aléatoire. On veut que certains sprites tournent vite, d'autres plus lentement, d'autres tournent dans l'autre sens. Et donc pour faire ça, ici, le rotation rate, je vais faire un random range float. Et ici, je vais mettre une valeur de moins 200. Et maximum, je vais mettre ça à 200. Donc là, vous voyez que du coup, les particules, elles tournent chacune dans son propre sens, à sa propre vitesse. Et enfin, maintenant qu'il y a ça, on va venir dans le particle update et je vais faire un scale sprite size. Scale sprite size. Alors ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, il va permettre de changer dynamiquement la taille des particules. Là, vous voyez qu'elles vont de toutes petites à très grandes. Donc, c'est dû à la forme de cette courbe-là. Ici, c'est la taille de base et là, la taille maximale. Donc, on a une taille qui grandit au fil du temps. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est justement faire inverser un petit peu tout ça. Donc là, je vais venir sélectionner dans les templates. Je vais prendre la fonction qui est plutôt inversée, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, la fonction... Alors, je sais plus comment on appelle ça, affine inverse, je suppose. Je clique là, et en fait, la taille va commencer grande, et elle va diminuer jusqu'à complètement disparaître au fil de la durée de vie de la particule. Donc, la particule apparaît, elle a sa taille maximale, et à la fin de sa durée de vie, elle a une taille de 0. Donc là, maintenant, je vais compiler, sauvegarder, et on n'a plus qu'à ajouter ça au projectile. Donc là, je peux fermer mon système de particules, je retourne dans le BP projectile et nous allons ajouter notre système de particules ici. Donc là, je vais venir dans Add Component, je vais taper Niagara et je prends Niagara Particle System. Et en fait, comme dans le content ici, j'ai mon NS projectile de sélectionner, automatiquement, il me propose d'ajouter mon Niagara, mon NS projectile. Donc je clique dessus, ça va me l'ajouter automatiquement. Et là, on a donc le projectile qui contient son propre système de particules. Donc là, si je lance la simulation, pardon, vous pouvez voir que cette fois-ci, on a bien le système de particules qui est sur notre projectile. Donc avant de terminer cette vidéo, il nous reste un dernier truc, c'est qu'on va ajouter un autre système de particules. Donc là, je vais venir mettre mon projectile ici, je vais l'aligner, je vais mettre ça à 0, le Y, je vais l'aligner sur le reste des objets, et on va ajouter un dernier système de particules qui va être lancé lorsque le projectile va toucher les caisses. Et en fait, il va générer une sorte d'explosion que nous avons utilisée dans l'épisode précédent. Donc, de retour dans le BP Projectile, ici, je vais venir chercher le Sphere Collision, et là, nous allons changer ces collisions. Donc, je vais venir là, hop, voilà. Donc, Collision Preset, je vais déplier ça.
Ensuite, je vais venir chercher un custom parce que je vais vouloir modifier les collisions de manière à ce qu'elles font un peu ce que je veux. Donc, dans custom, moi, ce que je veux, c'est que ce projectile-là, il soit bloqué par tous les éléments du jeu, peu importe leur type d'objet, sauf les pawns. Pourquoi les pawns? Parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, lorsque j'ouvre le BP Scientist, on a ici dans le capsule component, on sait que le Scientist, il est de type pawn, ici. Voilà, c'est un objet de type pawn. Donc moi, ce que je veux, c'est que le projectile, il soit bloqué partout, sauf le player. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le player qui lance les projectiles. Donc ici, j'ai mis sur Custom, je vais venir ici, Collision Responses, je vais mettre ça sur Block, pour mettre tout sur Block, et ici, je vais chercher le pawn, et je vais mettre ça à Ignore. Alors, ignore, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'ignorer les collisions avec le pawn. Donc, si jamais il rencontre un pawn, il va continuer son chemin. Et si jamais il rencontre autre chose qu'un pawn, il va s'arrêter dessus. Et comment est-ce qu'on va faire? On veut que lorsqu'il touche quelque chose, qu'il lance un événement qui va permettre de détecter ça. Donc ici, le Generate Overlap Events, je vais décocher ça. Ensuite, je vais venir ici faire Simulate Generate Hit Events pour dire, écoute, lorsque tu vas toucher quelque chose, lorsque tu vas être bloqué par quelque chose, dans ce cas-là, tu vas lancer un événement. Et comment est-ce qu'on va sélectionner cet événement-là? C'est simple, toujours en regardant le Sphere Collision de sélectionner, vous allez venir chercher ici le On Component Hit. Vous allez cliquer sur le petit plus et ça va nous créer un événement, donc dans l'event graph ici, qui s'appelle On Component Hit, entre parenthèses, Sphere Collision. Donc, lorsque le Sphere Collision hit quelque chose. Donc là, je vais taper une logique. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je veux faire apparaître notre système de particules d'explosion. Donc, c'est celui-là, ns_explosion, que nous avons créé dans l'épisode précédent. D'accord? Donc, je vais venir dans le main, dans le BP projectile. Ici, je vais faire un spawn system at location. Donc, ça va faire apparaître un système de particules à une position. Quel système est-ce qu'on veut? On va cliquer là, on va choisir le ns_explosion. La position, qu'est-ce que je veux comme position? C'est la position courante du projectile. Donc je vais faire un clic droit, get actor location, et je vais brancher ça ici. Donc on va faire apparaître un système de particules à la position actuelle du projectile. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire apparaître un son. Moi, je vais faire apparaître un son d'explosion qui va être joué, donc un son plutôt, pas d'explosion, mais de hit du projectile que nous avons créé plus tôt. Donc ici, dans R, vous avez, dans Audio, pardon, vous avez Projectile Hit, donc ce son-là. C'est le son que le projectile fait lorsqu'il va toucher quelque chose, et donc on va jouer ce son-là ici. Donc là, je vais faire un Spawn Sound 2D. Spawn Sound 2D, qu'est-ce que ça fait? Ça joue un son en 2D, c'est-à-dire un son qui n'a pas de spatialisation et qui va avoir la même valeur dans les écouteurs. Donc ici, je vais jouer le son A_projectile hit, donc celui-là, et je vais modifier. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Non, je pense que tout est bon. Et enfin, un dernier truc, c'est qu'une fois qu'on a fait apparaître le système d'explosion et le son qui joue ce son de hit, on va dire, il ne nous reste plus qu'à détruire le projectile parce que il a plus lieu d'être vu qu'il a touché quelque chose. Donc ici, je vais tirer un câble juste après et je vais faire un destroy actor. Donc on va détruire l'acteur. Voilà, donc là, maintenant que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Je retourne dans le viewport pour vérifier vite fait si le projectile est bien aligné sur les blocs, donc y égale 0 et ici y égale 0. Et donc si je lance l'exécution, on peut voir que le projectile joue bien le son et le système de particules d'explosion dès qu'il touche quelque chose. Donc on va relancer ça. Et voilà, et donc dans l'épisode suivant qui va apparaître au-dessus de ma tête une fois qu'il sera mis en ligne, nous allons voir comment implémenter la logique de tir des projectiles depuis le personnage BP Scientist. En plus de ça, nous allons ajouter une potion qui va permettre d'activer le tir de projectile chez le scientifique, et nous allons aussi créer un destructible qui va être affecté par le projectile et qui va exploser une fois que le projectile sera tiré dessus. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez, nana, Unreal Engine, nous allons créer ce projectile dans ce... Voilà là. Qu'est-ce que je voulais dire déjà?